Et aujourd'hui, on prend 1 heure avec le chanteur, metteur en scène René Simard, aussi comédien. Ben oui. Si vous Ça avez... va m'arriver. Parce que moi, jamais j'ai vécu une pièce de théâtre sans chanter. Mais c'est ma première avec Dîner de con. Fait que c'est ce qu'on fait présentement. On commence la tournée. Là. Ben là, c'était ma première question d'ailleurs, mais on va inviter les auditeurs à participer à l'entrevue. Ben oui, bonjour OK? à tous ceux et celles qui nous écoutent. Si vous avez un mot, un souvenir ou une question pour René Simard, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Je vais vous lire tout au long de notre entretien. Mais là, c'est de la grosse visite aujourd'hui. Sincèrement, René Simard, j'avais hâte. Puis... Mais Marie-Ève, vous avez vraiment des invités extraordinaires. Hey, j'ai écouté Grégory Charles, entre autres, et plusieurs autres, mais vraiment, c'est une denrée rare d'avoir autant de temps pour parler aux gens. On arrive souvent pour 5-10 minutes. C'est correct, là, c'est correct, mais 1 heure, c'est rarissime. Ouais, je l'apprécie. Merci de l'invitation. Ben merci à toi d'être là. D'ailleurs, on a déterminé, avant d'entrer en ondes, qu'on allait se tutoyer. Oui. On le sentait comme ça. Ben oui, mais elle pourrait être ma fille. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, ben oui, tu peux me tutoyer, c'est sûr. Quand je dis que c'est de la grosse visite, là, René Simard, tout le monde qui a appris que je te recevais a réagi comme « Oh mon Dieu, c'est la première affiche que j'avais dans ma chambre d'une vedette. » Beaucoup de personnes en amour avec toi. Ah, c'est gentil, mais à chaque fois, je ne m'habitue pas, moi. Hein? Non. Les gens viennent me voir sur la rue, puis ils discutent avec moi, puis ils me parlent de toutes sortes de souvenirs. Parfois, je m'en rappelle, parfois non, parce que c'est quand même 53 ans de carrière dans le domaine public. Et puis, sincèrement, c'est un privilège que d'être encore dans ce métier-là après tant d'années. Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent quand on t'accroche sur la rue? Hey, le petit pudding! Le pudding, encore et toujours. Il y a des gens qui disent « Ah ah, je t'ai eu, hein? » Mais si vous saviez qu'au moins 1 fois par semaine, je me fais appeler le petit pudding. 1 fois par semaine? Oui, au moins. Ben, des fois, ça peut sauter 1 semaine, là, on s'entend, là. Ça dépend si je sors beaucoup. Fait que ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Puis sinon, il doit y avoir des confidences. Ah oui, il y a des confidences, il y a des chansons qui leur rappellent certains souvenirs. Il y a des gens qui ont dit « Ah, tu m'as sauvé là parce que mes parents étaient en instance de divorce. » Puis là, j'écoutais telle chanson. On ne peut pas s'imaginer jusqu'à quel point une chanson peut avoir un impact sur les gens. Nous, on chante, on vit nos textes, puis eux le reçoivent peut-être différemment, mais tant mieux si ça peut aider. Si ça peut aider. De ce temps-là, on a besoin d'aide parce que, tu sais, on nommera pas le nom de la bébête orange, là, dans le sud, mais on va se dire que ça va pas bien. Encore là, ça a un impact sur tout le monde. On voit en ce moment, là, tout ce qui s'appelle la campagne électorale, là, tout est misé là-dessus. Hey, écoute, là, on peut-tu juste vivre puis devenir autonome à un moment donné? Est-ce que tu suis beaucoup l'actualité, René Simard? Oui, beaucoup. Ouais. J'adore ça. Je n'irai pas me prononcer au niveau, au niveau politique, parce que je me dis, on n'est pas là pour influencer des gens. Il y a des gens qui sont parfaitement équipés pour ça, analyser. Pour analyser. Je parle d'artistes, là. Je parle parce qu'il y en a d'autres où est-ce que, comme moi, par exemple, moi, je vais dans le divertissement puis j'ai aucune honte avec ça. Je suis pas là pour influencer les gens. Je trouve que influencer les indécis, c'est une grande responsabilité. Parce que tu aimes tel ou tel chanteur ou tel acteur, tu vas voter parce que lui t'a dit de voter. Non, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là, malheureusement. Ça te rend mal à l'aise? Ben, j'ai un malaise, ça c'est sûr. J'ai un malaise avec ça, puis je pense que ça reste... Et ce qui est hyper important, puis je l'ai toujours dit à mes enfants, d'aller voter. D'aller voter, ça nous donne le droit de chialer, ça nous donne le feu vert pour dire, ben écoute, là... Puis pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège de voter. Est-ce que tu as déjà voté? Parce que le vote par anticipation le week-end dernier a été ultra populaire. Oui, Fais-tu partie de ceux qui ont déjà voté? Non, pas du tout. Moi, j'y vais le jour même, ça m'excite. Ben, on est pareil. Ah oui? Je l'ai dit ici même au micro mardi passé, mardi dernier. Non, moi, c'est sûr que j'ai le temps mardi. L'émission se termine à midi. Oui. Donc, moi, je sais que je vais pouvoir y aller. Il y a des personnes qui super. ne peuvent pas. Là, non, mais je comprends ceux qui le font par anticipation. Maintenant, mais il y a l'excitation. On dirait qu'il se passe quelque chose cette journée-là. Oui, puis il y a aussi d'autres choses. C'est que là, ils viennent d'émettre leur plan. Alors, ça, on ne pouvait pas le voir il y a quelques jours. Là. On parle de Poilievre, on parle de... Le cadre financier, le cadre financier, tout ça. Alors là, on vient de le découvrir. Je trouve que c'est important de prendre connaissance de ce cadre financier-là. Puis, par curiosité, sans me dire pour qui tu vas voter, est-ce que ton choix est fait? Oui. Ton choix est fait, oui, tu sais déjà, puis il n'y a pas possibilité d'influence quelconque d'ici lundi prochain. Non, vraiment pas.
Ah, bon, j'aime ça. Bon, l'idée, c'est de revenir aussi sur ton parcours, d'apprendre à te connaître différemment, justement parce qu'on a le luxe du temps dans cette émission-ci. Si on retourne dans le temps, 1971, René Simard, tu as 9 ans. Tu avais déjà enregistré ton premier disque, L'Oiseau, vendu à plus de 200 000 copies. On écoute un extrait. Oh mon Dieu! Je connais la brume claire, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau, c'est Ça te fait quoi d'entendre ça Ben, c'est 50 touchant. ans plus tard? Moi, ça me touche encore. En même temps, les gens me disent, ah, mais si tu te remets dans cette situation-là, dans cette époque-là, je vois ça comme deux entités. Moi, aujourd'hui, puis le petit oiseau du temps. C'est vraiment deux vies complètement différentes. Et puis, c'est peut-être une façon d'accepter aussi le fait de vieillir. Parce que je suis passé de petit garçon, je suis devenu un ado, je suis devenu un jeune homme, je suis devenu un papa, je suis devenu un grand-père. Et ça, je trouve que c'est un autre cadeau de la vie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à quelque part, on devient éternel par rapport à nos petits-enfants. Et tout ça fait en sorte que j'ai été chanceux. Ça a parti vite, mon affaire, mais ça aurait pu aussi, l'oiseau aurait pu cracher bien plus vite que ça. Aujourd'hui, c'est... Parce que tu dis, il y avait quelque chose autour du fait que tu étais un enfant, que ta Oui. voix était spectaculaire. Ça aurait pu s'arrêter après cette Bien période-là. évidemment, moi je me rappelle, entre autres, René au Miroir à Radio-Canada qui disait « Ah, ça c'est un feu de paille. Ça sera un feu de... » Mais Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment dit ça? Ah oui, oui. René mais Simard, puis feu de paille. Ben, dans le temps, tu sais, tu vois un enfant arriver, puis tout ça. Mais je peux comprendre René d'avoir dit ça. Puis c'est correct. Puis on s'est reparlé, puis on a fait des entrevues ensemble. Puis j'ai aucune animosité face à ce genre de commentaires-là. Mais en même temps, il se disait ça. Et puis moi, j'écoutais ça aussi. Puis je me suis dit, ah, tu sais, j'ai tellement une conviction à l'intérieur de moi que ça risque, même à cet âge-là, ça risque peut-être de durer un petit peu plus longtemps qu'un feu de paille. Paillasson, paillasson. Mais c'est comme si ça t'avait donné du carburant aussi. Oui. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pense que je vais dépasser quelques années. Mais checkez-moi bien aller. Ouais. Ça se peut-tu que ce soit ça, ce trait de caractère? Ça se peut sans me l'avouer. Moi, je pense que j'étais pas rendu là dans ma façon de voir les choses. Je trouvais ça juste un peu triste de voir que quelqu'un pouvait dire ça, que ça... Puis je me suis dit, j'ai une conviction à l'intérieur de moi qui me dit que ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Puis c'est comme ça. Tu sais, le petit train va loin, dans le sens que aujourd'hui, je vous parle, ça fait quand même 53 ans que je suis dans ce métier-là. Et je l'aime encore plus. Puis je me dis qu'une façon de durer dans ce métier-là, c'est aussi de se donner d'autres façons d'être en contact avec ce métier-là, que ce soit par la comédie, par la mise en scène, par les productions. J'ai été producteur au contenu de plusieurs émissions de télé. Je connais le métier, j'aime ça. Et en vieillissant, ce qui est beau, moi, je ne souffre pas de l'âgisme. Il y a plein de gens qui disent ça. Moi, j'ai la chance qu'on m'appelle encore puis qu'on dise, garde, on a confiance en toi, on aimerait ça que tu prennes tel projet en main. Et quand je prends un projet, croyez-moi, et ceux qui travaillent avec moi ou qui ont travaillé avec moi, ils savent de quoi je parle. Mais moi, je peux te dire quelque chose. Quand on voit un projet annoncé puis que ton nom dessus, le réflexe qu'on a majoritairement, c'est de se dire « Oh, ça va être de la qualité. Ça va être bon. » Mon Dieu, mais on non, mais travaille c'est fort. vrai, Ben, mais c'est ça gentil, paraît. merci Marie-Ève. Mais tu sais, il ne faut jamais rien tenir pour acquis parce que c'est très difficile. Mais en même temps, on a tellement de créativité au Québec qu'on peut prendre un budget et en faire des miracles. Ça, là, je veux pas que les producteurs partent en fou, là. Mais... Ben là, on espère qu'ils ne nous écoutent pas. non, mais je suis bien honnête quand je dis ça. Mais c'est important. Et c'est de voir jusqu'à... Vous savez, j'ai passé... la dernière mise en scène que j'ai faite, c'est La Famille Adams. J'ai adoré ça du début jusqu'à la fin. Mais j'ai passé quand même 500 personnes en audition. Et pour vous dire qu'au Québec, il y a tellement de talent, là. Il y en avait peut-être 3 sur ces 500-là qui n'avaient pas d'affaires là. Alors, les autres... Je les ai pas pris, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il y avait 35 personnes que je devais choisir. Mais c'est pour d'autres projets. Il faut passer des auditions. Mais ça, j'allais dire, pourquoi 500 personnes si tout le monde ou la grande majorité avait du talent? C'est que vous essayez d'identifier la perle rare. Vous voulez vous donner le plus de chances possible de tomber sur la bonne personne. Oui, il faut que ça réponde aussi au rôle, hein?
Et ça, c'est pour ça que je suis allé chercher certaines personnes qui n'avaient pas passé l'audition parce que j'avais cette conviction-là. Mais en même temps, quand tu ouvres des auditions, c'est que tu donnes la chance à plusieurs personnes. Et je vous dis qu'au Québec, on est prolifique au niveau des productions. C'est incroyable. Là, Peter Pan s'en vient. C'est Luc Guérin qui va faire la mise en scène. Sa première mise en scène de musical. Il est un peu nerveux, puis il a raison, mais il aime ça. Puis j'ai dit, garde, ça va super bien se passer, je suis convaincu. Parce que j'ai eu la chance de le diriger pour la famille Adams. Un être extraordinaire. Quel talent. Alors, mais c'est ça. Fait que des talents, il y en a. C'est incroyable. Puis il faut se nourrir de ça. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie de travailler avec les jeunes. Moi, je suis pas le genre de gars qui va accoster un jeune puis dire dans mon temps, non. Hey, parle-moi de ton temps. Parle-moi de ce que tu vis là. Puis ça va être un amalgame de mon ancienneté dans le métier et de toi, ce que tu as comme vision. Et c'est beau juste de se nourrir de ça. Mais là, aujourd'hui, là, je vais t'avouer, le dans ton temps, il nous intéresse pas mal. Là. Ah oui? Est-ce que tu voulais chanter? Quand tu avais ces 7 ans, ta première prestation? Moi, je me rappelle pas quand est-ce que je ne chantais pas. J'ai toujours chanté parce que chez nous, on était 7 enfants, puis on avait comme une chorale. Mon père battait la mesure. Puis vraiment, je suis arrivé à l'île d'Orléans à l'âge de 6 ans, puis il m'a emmené voir un de ses amis qui demeurait en bas de la nouvelle maison où est-ce qu'on habitait, au 2e étage. Et puis M. Conrad Ouellette, qui était en train de fouiller dans son frigidaire pour se prendre une petite bière. Puis mon père a dit, « Écoute, mon gars, il chante. » Fait que là, il chante. Là, j'ai chanté. Puis là, j'ai vu le monsieur. Ah. Il s'est relevé la tête. Derrière ses lunettes, il y avait des grosses lunettes noires. Puis il dit « Ah, mais c'est bien ça, M. Simard, parlait à mon père, parce que là... » Il a lâché sa bière, Ouais, là, tellement qu'il était sa bière. impressionné. Oui, mais c'est le souvenir que j'ai. Puis c'est là que j'ai comme pris conscience que, peut-être qu'effectivement, là, j'ai commencé à Lille, à chanter pour des mariages, des funérailles. Et ça me touchait. Des fois, je partais à broyer parce que ça me faisait de la peine de voir quelqu'un mort, là. Et non, mais c'est ça, c'est comme... Là, ça, c'est à l'âge, c'est ça, 7 ans, 6 ans? Oui, 6-7 ans, ouais. Après ça, j'ai fait les découvertes de Jean Roger à Québec, j'avais 8 ans. Et il y avait 3 parties à gagner. Première partie, semi-finale, puis finale. Et j'ai gagné la finale et le grand prix, c'était de partir de Québec en autobus. Il y avait une toilette en arrière, j'étais bien énervé, j'avais jamais vu ça. Puis là, c'était d'aller à Montréal faire une émission animée par Réal Giguère qui s'appelait Madame est servie. Et c'est là que j'ai fait ma première prestation dans une télé montréalaise. Comment tu te sentais à ce moment-là? Oh, T'es tout petit. Naïf. La naïveté d'un enfant, il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, je vois ces débuts de carrière-là comme un conte de fées. C'est sûr qu'au fur et à mesure que le temps avance, les bras t'allongent, le poil te pousse en dessous du nez. C'est un peu plus ingrat. Mais à ce moment-là, je suis parti aller prendre des cours de danse à Los Angeles. J'ai été là pendant 4 ans. Puis après ça, il y a eu l'époque du Japon. J'ai eu la chance d'y aller une trentaine de fois. Et je suis retourné en novembre passé avec ma femme parce qu'elle n'avait jamais vu le Japon. Et je me suis reconnecté avec des gens là-bas que je connaissais dans le temps. Et c'était des belles rencontres. J'ai même été reçu par des maires là-bas pour souligner le 50e anniversaire de ma première visite au Japon. OK, ils se souviennent de toi, le Japon, là. Oui, pas quand je marche sur la rue, parce que quand tu es tout petit et tu chantes Midori Roroyane, c'est comme, tu sais, c'est 2 personnes. Quand je parlais d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est 2 entités, là. C'est plus du tout pareil. Puis c'est correct, il faut vieillir. C'est à ce moment-là, justement, au Japon, Tokyo, que tu es passé d'enfant qui chante dans son, justement, petit Québec, Grand Québec, à enfant star, là, Ouais. vraiment. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu as réalisé ce qui se passait? Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai gagné au Festival international de Tokyo, la seule chose que je voulais, c'est de parler à ma mère pour dire que j'avais gagné un prix. Et c'est tout. Puis après ça, c'était fini. Et ensuite, je suis revenu chez nous. Après ça, on a fait des tournées du nord au sud, au Japon. C'est un peuple que j'aime beaucoup. Puis quand ils t'adoptent pour la vie. C'est ça qui est beau des Japonais. C'est un pays tellement propre, tellement beau, tellement respectueux. Quand tu prends juste un exemple, l'escalier mobile. On se garoche, nous autres, les escaliers mobiles. Là. Je ne suis pas là, pas ici pour faire la morale à personne. Là. Mais là-bas, ils attendent en ligne. Puis là, OK, tu y vas. Puis même chose pour les trains. Puis il y a du monde, hein? Puis Ça t'a frappé déjà quand tu étais très, très jeune. Oui, là. puis ça me frappe encore parce que c'est pareil. Ils ont gardé cette notion-là du respect. Mais là, tu as dit, tu t'en es pas rendu compte vraiment que tu es devenu enfant star.
Mais je veux dire, ta vie a quand même dû changer à ce moment-là. Je veux C'est dire, t'es sûr que passé de quelqu'un qui chantait dans des funérailles à l'église à Ouais. quelqu'un dont on veut là, absolument le poster là, dans notre chambre là, Ouais. parce qu'on l'admet. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est comique. C'est gros, là. Vu comme ça, c'est drôle. Mais en même temps, oui, c'est gros, mais je m'en suis jamais vraiment fait pour autant. Tu sais, moi, j'aimais ça revenir à l'île. J'allais jouer sur le bord de la grève, puis j'allais chercher des petits poissons dans des lacs que le fleuve nous donnait parce qu'il y avait la marée haute, marée basse. Puis quand la marée baissait, ben là, ça faisait des petits lacs. Puis il y avait des petits menhirs, il y avait des petites perches chaudes. Puis là, moi, je m'amusais. C'était mon univers. Puis c'était peut-être mon équilibre aussi. Puis chez nous, là, C'est ce mon que père j'allais a toujours dire. dit j'étais le 5/7e de la famille parce qu'on était 7 enfants. Et puis il disait, regarde, c'est juste le 5/7e de ma famille. S'il y en a un qui me tenait par... Mon père m'a gardé les pieds sur terre beaucoup. Ma mère m'a beaucoup aimé, a beaucoup aimé ses enfants. J'étais pas très près de mon père, j'étais plus près de ma mère. Ouais. Ah oui, pourquoi Ouais. ça? Je ne sais pas. C'est une question. Pourtant, je suis celui qui lui ressemble le plus physiquement. Mais je À sais ton pas. père? Oui, exactement, dans la famille. Mais ma mère, je ne sais pas, j'ai un attachement. Puis quand elle est partie en 2015, ça a été ma première grande perte à vie. Là. Ça a été, Et puis, bon, c'est sûr qu'il faut apprendre à vivre avec ce deuil-là. Mais elle m'a donné beaucoup, ma mère. Elle m'a donné la compassion, l'empathie. Elle m'a donné tout ce qu'elle possédait. Puis ma mère, c'était pas une personne riche. Je parle riche au niveau argent, mais c'était une personne riche au niveau côté humain. Elle était là pour nous, puis elle nous a pris soin de nous comme ça se peut pas. C'est une vraie mère protectrice. J'ai adoré ce qu'elle laisse comme message, finalement, à toute la famille. La voix que vous entendez, c'est celle de René Simard, comédien, chanteur, metteur en scène. Si vous avez un mot ou une question pour lui ou un souvenir auquel vous pensez, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Juste dire, René, c'est parce qu'il y en a beaucoup des messages. Ah oui, beaucoup, tant mieux. beaucoup. Je vais en lire quelques-uns au retour de la OK, pause. À tout de très suite. bien, à tout de suite. Notre longue entrevue de la semaine, c'est avec René Simard, comédien, chanteur, aussi metteur en scène. René, je pense que là, on va battre un record de réaction Ah oui. à une personnalité qu'on reçoit chaque semaine. Puis juste dire, on en a beaucoup chaque semaine, des commentaires d'auditeurs. Oui, donc je vais en lire quelques-uns. Ben OK? oui. Il y a Eric qui écrit « René Simard est une boule d'énergie positive. » C'est vrai. Ah, ben que mon ce Dieu, que- c'est ce que gentil. tu dégages. René Simard, un autre, c'est ma jeunesse. C'était merveilleux. John nous écrit « Il est toujours de bonne humeur, grand sourire. C'est contagieux. Je l'adore. » Ah, wow. Un autre, je me souviendrai toujours, on parlait de souvenirs, là, d'avoir chanté avec mon frère « Tourne la page » quand j'étais jeune. Puis je l'ai Un oiseau d'acier Ah oui. à l'horizon de la plage. Est-ce que tu viens de chanter ça là, Oui. au micro dans mon studio? Ah Je ben, me rappelle encore des paroles. ah ouais. D'autres commentaires. Sylvie, le beau René Simard. Et on adore sa famille au grand complet. J'ai un excellent souvenir de l'avoir servi avec sa troupe de danseurs pour son émission de variété à RSVP. Oh mon Dieu. Son nom, c'est Il y a Sylvie, Sylvie Auger, non? mais il y a beaucoup de personnes. Il y a pas de, c'est Non. pas signé. Si Sylvie, vous écoutez toujours, vous pouvez dire si vous êtes Sylvie Auger. Mais RSVP, là, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce Oui. qu'on t'en parle? Ah oui, parce que... Mais RSVP, c'était une émission qui était quand même assez écoutée. On avait gagné des métrostars dans le temps. Maintenant, c'est des trophées artistes. Et, Ça existe même plus, en plus, des artistes. Ben hein, ils non, ont c'est ça. arrêté. Ils ont Ben tout oui. arrêté ça. Et vraiment, on travaillait fort. C'était du 7 sur 7 parce que chaque émission avait un thème. Et puis là, ben, on avait de la danse, on avait des pré-enregistrements aussi, on avait plein de musiciens. C'était formidable. On travaillait des fois jusqu'à 3 heures le matin. Hein. Et entre autres, une émission d'Halloween, on avait fait un genre de thriller. Là. C'était vraiment, là, ça avait pris... on avait filmé jusqu'à 3h30 du matin. C'est ça qui est triste, c'est qu'on a moins d'émissions C'est ça comme que j'allais dire. Il y en a oui, moins c'est de la triste. télé comme ça. Ben, je sais pas. Aujourd'hui, c'est peut-être l'évolution. Il faut comprendre que les gens et les jeunes ont une façon de gérer tout ça. On veut tout maintenant, tout de suite. Alors, je ne sais pas si on peut s'installer pendant 1 heure et puis regarder une émission de variété. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est encore là. Tout va vite. Tout va vite. Moi, je me mets dans le tas aussi. Moi, quand je me promène sur les plateformes, je veux avoir l'information là, pas demain matin. Dans le temps, moi, quand on avait des chansons à prendre, il envoyait une cassette.
par messager. Là, on a tout sur MP3. Là, c'est subito presto. Et ça, c'est un bon côté, je trouve, de l'évolution. Là. Mais moi, je pense qu'il y en aurait de la place pour un variété comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr que ça coûte cher. Là. Bon, on parle de budget, mais je pense à l'émission En direct de l'univers animée par France Baudouin les samedis. Ça, là. c'est un tour de force que France fait chaque semaine. J'appelle ça un coup de magie. Coup de baguette magique à chaque émission. Ils sont d'une efficacité. J'ai eu la chance de le faire à quelques reprises. Et c'est assez incroyable de voir jusqu'à quel point cette émission-là est bien rodée, avec une équipe exceptionnelle. Vraiment, bravo France Baudouin et toute ton équipe. Je trouve que cette émission-là, c'est très rassembleur. Et c'est ça qu'on a besoin. J'ai vu, je pense le dernier, c'était Jeannette Bertrand. Tu sais, quand on me demande, moi, comment ça va, ben, quand tu regardes Jeannette Bertrand du haut de ses 100 ans, tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est extraordinaire. Elle t'inspire, Jeannette Bertrand, dans sa manière de vieillir? Ben, elle inspire tout le monde. Hein? Pas juste, tu sais, elle a fait beaucoup pour les femmes, elle a fait beaucoup pour nous, les hommes, elle a fait beaucoup pour notre société. Et je trouve ça beau, les hommages qu'elle a présentement, parce qu'il y a eu un petit creux. Un moment donné, elle se dit, il n'y a plus personne qui m'appelle. Et là, aujourd'hui, il y a comme, waouh, elle a 100 ans, toute sa tête. C'est le rêve ultime d'un être humain, de se rendre là, puis d'avoir toutes tes facultés. En tout cas, je trouve, oui, effectivement, elle m'inspire énormément. Comment t'aimerais vieillir, René Simard? Ben, premièrement, je me dis que j'ai 64 ans. Ce qui me fait le plus de peine, j'adore la vie. Moi, j'ai jamais eu de pensée sombre. Puis ce qui me fait de la peine, c'est de voir que j'en ai moins à vivre. J'en ai vécu beaucoup, mais il m'en reste moins à vivre. Alors, je veux maximiser tout ça. Ce que je veux, c'est de vivre en santé. Ça peut sembler cliché, puis les jeunes qui m'écoutent, ils vont dire, ben oui, ben en santé, les autres se lèvent avec l'énergie, puis tout ça, puis c'est bien beau, puis c'est bien le fun, puis ils ont raison. Mais à un moment donné, en vieillissant, là, le char commence à avoir des rattles, tu sais. Mais moi, ce que je peux je suis dire, chanceux, c'est je suis en santé. Plus on vieillit, plus on veut vieillir en santé. Oui. Même moi, là, Oui. j'ai 37 ans, mais je le vois, plus j'avance, la santé est toujours importante, mais après une petite coche de plus. Oui. Non, mais c'est vrai. Exactement. Je regarde mes enfants. Rosalie, 33 ans, Olivier, 35. C'est des enfants en santé. Oui, ils ont une surdité, mais oui, on a travaillé fort. Oui, ils sont autonomes, ils payent leurs impôts, pareil comme n'importe quel citoyen. Je suis très fier de mes enfants. Mes petits-enfants, c'est là, d'entrée de jeu tout à l'heure, je me disais, à quelque part, on devient éternel parce qu'on a des petits-enfants, puis c'est eux qui vont continuer cette route-là. C'est comme ça que tu le vois. Ah oui. Par le biais de tes petits-enfants. Ah oui, c'est fascinant. Je vais lire un autre message. C'est Linda Lemieux. Elle a 63 ans. Elle dit, à l'âge de 10 ans, elle est allée voir le film de René Simard au cinéma. Elle dit, à mon retour à la maison, je cherchais désespérément un moyen de me rendre à l'île d'Orléans. Je voulais me marier avec lui. Je me souviens avoir été tellement triste de constater l'impossibilité. Aujourd'hui, j'ai vieilli, mais je l'admire encore tout autant. Ah, si c'est beau. Merci pour ce beau témoignage. C'est très touchant. C'est pas rien, là. Ben, c'est parce que je m'habitue pas à ça. Hein. C'est tellement beau. C'est tellement... c'est gratifiant dans le bon sens du terme. Il y a Isabelle qui vient d'entrer en studio. Elle est venue me porter un commentaire qu'on a reçu. Quand elle fait ça, c'est très rare. C'est qu'il faut que je lise maintenant. Ah, OK. Chance de se lire. Alors, j'y vais, je la lis. C'est un auditeur qui nous écrit « J'ai enregistré le jingle des petits puddings avec Régis et René. Ah! » Il dit probablement la première version, si ma mémoire est bonne. Ah, J'avais la trouille. Alors, René me tenait par la main. Je n'en pouvais plus. Définitivement mon premier amour. Ah! C'est-tu fait? C'est qui cette personne-là? Je sais pas. Venez nous écrire dans la messagerie. On veut savoir. Écrivez-nous votre nom. C'est tellement gentil. Quel beau souvenir. Si vous avez un mot, justement, en souvenir, une question pour René Simard, écrivez-nous dans la messagerie. On poursuit notre entrevue après la pause. J'ai une surprise pour toi. Mon Dieu, c'est déjà une surprise. Vous devriez voir Marie-Ève danser dans le studio. Elle est déchaînée, mesdames et messieurs. Ah non, mais j'aime ça. C'est impossible de ne pas danser quand on entend ça. Ben là, je vois que tu as été danseuse dans ton autre vie. Oui. Je le vois par rapport à ta façon. Tes parts de bras sont beaux, tout est bien. Le swing est là. Attendez, tout le monde, je me lève pour te montrer. Non, c'est pas vrai. Fais-moi jeter, là. Oui, tomber, pas de bourrée, glissade, grand jeté. Ah, garde, hein? On est à la même école. Bien sûr. Ouais. La voix que vous entendez, c'est celle de René Simard qui passe l'heure avec nous. Je vais lire quelques commentaires avant d'aller à ma surprise. OK. Ça va en lien avec ce qu'on vient d'entendre, là. Un auditeur nous écrit « Moi, là, toute mon adolescence, j'ai eu la coupe René Simard. » Oh, pauvre petit!
Les mères infligeaient ça à leur fils. Moi, le plus drôle commentaire que j'ai eu à ce niveau-là, c'est un gars qui dit, moi, là, un chanteur connu, je vais vous dire après c'est qui, il dit, je t'en voulais parce que je n'étais pas capable d'avoir la coupe, Locke Merville. Oh mon Dieu! Elle est vraiment bonne. Mais tu sais, c'est la petite coupe, c'est ça, carré, Oui. là, très lisse. C'est ça. Et puis, il va y avoir beaucoup de petits René Simard. Puis ce même auditeur poursuit, là, c'est pas fini. Il dit, ma femme était une fan incontestée de René Simard à l'adolescence. Elle portait un chandail avec le visage de René Simard. Oh, mon Mais Dieu. comme elle était à l'adolescence, bon, elle commençait à avoir des formes et elle se faisait taquiner. Les gens disaient, les joues de René Simard sont grosses. Ah, c'est drôle! Ah, c'est bon! Pas sûr qu'elle a gardé le chandail. OK, j'en ai un autre. Ah, ouais, j'ai on toutes est sortes crampés, d'images, hein? là. Oui, moi aussi. La première chanson que je chantais à mes grands-parents a été L'Oiseau. Ah, oui. Et je suis maintenant guitariste. Et sans toi, René, je n'aurais pas eu cette passion et ce don. Merci pour ça. Wow! Ça, c'est touchant, très touchant. Ben, tout me touche, moi. C'est sûr, en vieillissant, on devient un peu plus sensible, même beaucoup plus sensible. Et ces témoignages-là viennent me chercher. Beaucoup. Qu'est-ce qui te touche là-dedans? Ben, c'est là, si on prend cet exemple-là de ce commentaire-là, dans la vie, je pense qu'il faut avoir une passion. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas de passion. Puis quand tu as une passion, c'est là que tu commences à te définir et c'est là que tu crées ton identité. Et je pense qu'il faut avoir une passion, qu'importe. Que ce soit musique, que ce soit les plantes. Moi, j'adore les plantes aussi, en passant. Mais que ce soit n'importe quoi, la lecture, c'est tout part d'une passion. Quand une personne qui n'a pas de passion, c'est une personne qui est inerte. Et c'est triste. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut observer nos enfants, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu sais, dans le temps, le médecin voulait que son fils soit médecin. Je pense pas, encore là, je ne veux pas faire la morale, je pense pas que c'était la bonne façon de faire. C'est de regarder qu'est-ce que l'enfant a le goût de faire et de l'encourager à l'intérieur de ça. C'est aussi simple que ça. Hein? Comment tu as accompagné tes enfants, justement, à leur permettre de découvrir cette passion? Olivier, c'est un constructeur né. Il faisait des constructions, c'était incroyable. Puis aujourd'hui, il est chef électricien. Il est compagnon, il travaille pour une grosse compagnie, Navada, et il est très fier. Il fait aussi, on est en immobilier ensemble. C'est un gars qui a beaucoup trop de projets. Trop de projets. Il est dur à suivre. J'ai dit, Olivier, t'es dur à suivre. Oh, tu trouves, ton papa, je suis dur à suivre. Rosalie, ben, elle commence aujourd'hui suppléante en éducation. Et ça, je suis très fier d'elle. Elle commence à l'école sur la Couronne Nord. Au primaire? Oui, elle est en contact aussi avec des enfants malentendants. Alors, c'est comme une première dans cette école-là qui est une enseignante malentendante. Et donc, tout est possible dans la vie. Et quand Rosalie aussi a fait la tournée avec moi, elle dansait sur une chanson de Charlie Chaplin, Smile. Mais si quelqu'un m'avait dit, lorsque j'ai su, quand tu es né, qu'elle était sourde, puis tout ça, qu'un jour, elle allait danser avec moi, j'aurais dit, ben oui, c'est beau. Ben, c'est très gentil de m'encourager, là. Mais effectivement, la vie est truffée de belles surprises. Et c'est pour ça, il faut être observateur. Il faut les regarder évoluer. Et c'est pour ça qu'Olivier aime tellement sa vie, puis Rosalie aussi. Rosalie aussi est porte-parole pour la Semaine des handicapés pour le gouvernement du Québec à chaque année. Et c'est formidable. Je ne sais pas. Marie fait des conférences, une centaine de conférences par année pour sensibiliser les gens à la santé auditive pour l'homme. Et ça, pour moi, c'est hyper important. On fait des levées de fonds aussi, parce que Marie et moi, on aime beaucoup donner au suivant. Fait que là, la Fondation médicale des Laurentides des Pays d'en haut, on est en train de faire une campagne qui dure 3 ans. On a commencé en janvier pour que les gens de Sainte-Agathe puissent avoir un appareil IRM, donc imagerie en résonance magnétique. Et on est là, puis on veut amasser 3 millions de dollars d'ici 3 ans. Et ça va déjà très bien. Comment on ramasse ça, 3 millions de dollars? On sensibilise tous les gens d'affaires. Ils se mobilisent et puis ils sont avec nous. Et je pense très sincèrement qu'on va réussir. On est aussi impliqués pour la Fondation Sourdine à Québec. Eux, ils s'occupent d'une école, la première école oraliste pour les enfants sourds au Québec, francophone. Et ça, c'est formidable. C'est un autre beau projet qui s'annonce. Il faut s'investir. Oui, on a un système de santé en ce moment qui a beaucoup besoin d'amour. On est
conscient. Mais John F. Kennedy le disait, hein, ne vous demandez pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. C'est une phrase qui peut sembler un peu dure, mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre. Ensemble, on peut y arriver. Oui, regardez là où on peut avoir une forme d'influence, puis c'est ce que vous faites exactement là, Ouais. avec les levées de fonds, mais c'est un bel engagement. Dans le contexte de mes entrevues, mais là, comme tu en écoutes, tu sais que Oui. tu connais mon concept. Hein? Oui! Je parle toujours avec des personnes de votre entourage parce que l'idée, c'est d'aller chercher un autre point de vue. Alors, j'ai demandé à cette personne de nous raconter votre rencontre, puis ensuite, ce que tu représentes pour elle. OK. Moi, je l'ai connu à 7 ans. Il avait 9 ans. Il venait tout juste de commencer à chanter. Et mon père était réalisateur de l'émission Jeunesse d'aujourd'hui. Puis bon, moi, j'y allais à quelques occasions. Et donc, je suis rentrée en contact avec René sous forme d'amitié dès le départ. J'ai eu cette chance-là de le voir justement en arrière-scène, d'aller jaser avec lui, d'aller prendre un lait au chocolat à la cafétéria de TVA à l'époque. Quand René a 19 ans, ben, il a eu sa première voiture, puis il a dit, ben, pour entraîner ma première voiture, j'ai le goût d'appeler Marie-Josée. Fait que c'est sorti de nulle part comme ça. Et puis, c'est à ce moment-là là, qu'on a commencé à se fréquenter plus. Qu'est-ce que René représente pour vous? Ce que René représente pour moi, c'est j'aurais envie de dire toute ma vie, parce que ma vie est basée sur notre relation de couple, les enfants qui sont arrivés au monde, maintenant les petits-enfants. C'est mon amoureux, c'est un complice, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est lui qui me rassure. C'est un grand privilège, je trouve, de trouver la personne on dirait qui fait qu'on se sent bien, qu'on est le meilleur de nous-mêmes. C'est ça que René me fait finalement. J'ai l'impression d'être la meilleure partie de moi-même avec lui. C'est l'amour de ma vie. Oh, wow. Hey! C'est beaucoup, mais en même temps, c'est à moi le privilège de me réveiller tous les matins à côté de Marie-Josée. C'est non seulement Taillefer, oui. Marie-Josée Taillefer qui est ma femme depuis 87, mais on est ensemble depuis 1980. Et Marie-Josée, pour moi, me réveiller chaque matin puis de voir sa beauté, non seulement extérieure, mais les gens ne peuvent pas s'imaginer jusqu'à quel point elle est encore plus belle à l'intérieur. On s'est trouvé. La chanson de Jean-Pierre Ferland le dit, une chance qu'on s'est trouvé. Et Marie m'a aidé énormément à travers tout ça, à comprendre le métier, à comprendre aussi les épreuves, parce que, je veux dire, c'est beau, oui, on est très positif, et c'est ce qui nous a aidé aussi à passer à travers certains moments un peu plus rock'n'roll. Et aujourd'hui, ben, on remercie la vie juste d'être ensemble. Et on a tellement de projets ensemble. On aime voyager, on aime découvrir, des nouvelles cultures. En voyageant, c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on vit dans un beau et grand pays. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Oui, c'est facile de critiquer, puis il faut critiquer aussi. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas rester comme passif devant tout ce qui se passe. Mais en même temps, il faut regarder le côté positif de la vie, puis de se dire, « Hey, coudonc, à quelque part, on est chanceux. » Tu sais, quand tu regardes ce qui se passe à Gaza, en Israël, partout, tu sais, en Russie, l'Ukraine, bon... Et j'en passe. C'est quand même... Il y a des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte d'être chez nous puis de regarder les images qu'on nous propulse en plein visage quand on regarde toutes les stations de télévision nous nourrir de ce qui se passe ailleurs. En même temps, c'est important de savoir qu'il se passe ça ailleurs. Puis il faut pas continuer dans cette veine-là. Puis ça, c'est tout ce que tu partages avec ta femme aussi, hein, Ben ce oui, que je comprends. Tout à fait, c'est tout ça, parce que Marie-Josée et moi, on a tellement on adore discuter ensemble, on adore élaborer certaines réflexions, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette vie-là, hein, on veut juste le partage, l'écoute, l'humour à l'intérieur d'un couple est important. Ouais. Ben moi, je peux dire que je trouve que vous êtes vraiment un des plus beaux couples au Québec. Ah pour vrai, là. Mais moi, il faut dire que je connais Marie-Josée Taillefer de l'émission Les Taillefers quand j'étais enfant parce que j'arrivais à la maison sur l'heure du midi, ma mère était là, puis c'était on mange après les Taillefers. Donc là, j'étais assise avec elle, puis on regardait l'émission, puis après ça, on mangeait. Ça m'a tellement marqué, mais je trouvais tellement qu'elle avait l'air... C'est sympathique, là, comme, je sais pas comment dire, rassurante. Je parle de Marie-Josée, là, ben, sa mère aussi. Sa mère est
si vous la voyez, là, on parlait de Jeannette tantôt, mais Mme Taillefer a 88 ans. Elle est énergique, elle est à fête. On a Elle passé devrait les Pâques. inviter, les deux. Écoute, je vous le dis, vous allez passer un beau moment. Parce qu'elles sont formidables. Puis Mme Taillefer, encore là, quand on dit, là, tu sais, une personne qui a toute sa tête, c'est comme ça que je veux vieillir aussi. M. Taillefer aussi, c'est des gens qui ont une fermette, qui vident leur box, ils ont des chevaux, ils ont des alpagas, ils ont des poules, ils ont des alouettes. Écoute, puis ils sont actifs, là. C'est ça qui est aussi c'est un élément motivateur de ma vie. Oui, puis je peux dire que la meilleure recette de Sobuco, c'est celle de la famille Taillefer. Non, mais c'est vrai. Je fais ça quand je reçois, tout le monde capote leur vie. Bon, on s'en va à la pause. On termine l'émission en compagnie. Écoute, Je sais déjà incroyable. avec René Simard. Après la pause, ta femme, Marie-Josée Taillefer, va nous dire une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. Oh mon Dieu oui. Seigneur! On termine l'émission en compagnie de René Simard. Merci beaucoup. Hey, d'avoir c'était un pris le plaisir temps. de te rencontrer. C'est vraiment, là, c'était une belle rencontre ce matin. Ça commence bien ma journée. Ah oui, bien pour nous aussi, puis pour les auditeurs, et, je le dis, il y a beaucoup de messages. Je vais en lire un dernier. Un auditeur qui dit, parce que je le trouvais drôle, j'ai tellement embrassé mon poster de René. C'est-tu vrai? Oui! Le premier show que j'ai vu, il a fait monter une fille sur la scène pour une chanson. J'aurais pété les pneus du vélo de la fille tellement j'étais jalouse. voyons! Ben non, là, faut se calmer. Non, mais ça témoigne à quel point. Ouais. Tu sais, toi, tu dis que tu avais un équilibre, Non, mais tu c'est avais très encore ta gentil. vie, ta Ouais. petite bulle, mais tu sais, Ouais. comme enfance Ouais. tard, Ouais. là, tu sais, c'est pas rien. Bon, j'ai demandé à Marie-Josée Taillefer, ta femme, de nous dire quelque chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. Oh ben. Il est tout le temps en train de magasiner des maisons. Donc, soit par ordi. Dans le temps, il y avait MLS, qui est un gros catalogue de maisons à vendre. C'est là-dessus qu'il a trouvé notre maison, d'ailleurs. Mais encore aujourd'hui, puis des fois, je m'en rends pas compte, là. Il fait ça, pas nécessairement en public, là, mais il regarde des maisons à vendre. Il aime beaucoup l'immobilier. Il aurait pu être architecte, c'est agent immobilier, parce qu'il adore l'architecture des maisons. Ça, c'est une des choses qu'il fait. Une autre chose que les gens savent peut-être pas aussi, c'est qu'il est toujours au courant de l'actualité. Bien sûr, il lit tout, ce qui se dit, ce qui se fait, mais aussi la météo. Tu peux lui demander à la minute qu'est-ce qu'il annonce, il va te regarder ça sur ses moteurs de recherche. Puis donc, c'est lui le météorologue à la maison, c'est lui qui me dit comment s'habiller avant de partir, si on part en voyage, tout ça. Il est au courant de tout ça et il adore ça. Ah ben, il n'y a plus de cachette. Là. Non, mais c'est vrai. J'ai dit, ben là, c'est venteux parce que oui, il annonce 15, mais là, il y a du vent. Fait que dans ce temps-là, fais-toi un foulard parce que tu vas geler. Je la connais, tu sais, elle n'a pas de peau après les os. Fait que là, il faut absolument que je la protège. Ah, fait que c'est pour ça que tu es devenu Monsieur Météo, là, pour protéger ta femme. Oui, ça, c'est sûr que ça a aidé, mais garde, moi, c'est... non, mais c'est comique. Puis j'adore les plantes. Ça, j'adore les plantes. Pour moi, c'est comme une façon d'un certain retour à la terre, de protéger notre environnement. Ça, j'y crois beaucoup. Puis là, c'est le temps de l'année, là. Ben oui. Sur le point de sortir à l'extérieur pour... C'est déjà fait. On a gratté la semaine passée, Marie et moi, le terrain, puis ça nous fait du bien. C'est comme si on me grattait le dos. Tu sais, tu grattes ta pelouse. C'est comme si on sortait là, de la grotte après l'hiver qu'on a connu. Et pour moi, de voir le printemps, les crocus pousser, les petites fleurs hâtives. Là. J'ai un daphné à côté de chez nous, à côté de ma maison, puis ça sent tellement bon. Et ça fleurit en avril. C'est formidable. Tu sais, j'ai même des plantes dans mon garage où est-ce que je les garde pendant l'hiver. J'y coupe pour passer l'hiver, puis après ça, ils hibernent là. Puis après ça, j'y sors, puis ça repousse. Écoute, c'est magique. Est-ce que c'est ta saison préférée? Parce que je te regarde en parler, tu as les yeux pétillants. Oui. Le printemps, oui, l'été aussi, j'adore ça. On a quand même un beau pays. Tu sais, l'hiver, on fait du ski parce qu'il faut rendre ça agréable. Hein? Si quelqu'un n'aime pas l'hiver, c'est parce qu'il ne fait pas de sport. Tu sais. C'est pas juste faire du ski. On peut faire de la raquette, tu sais, on peut faire du ski de fond, on peut marcher dehors dans les sentiers. On a tellement de beaux sentiers au Québec. Alors, pour moi, je trouve qu'on vit dans un pays qui est pas évident parce que les changements de saison, veut pas, ça coûte cher. Hein? Tu sais, si tu restes à Cuba, ça va bien. Cuba, on dira pas Cuba. Ouais, peut-être, on pourrait dire au Mexique. Mexique. Bref, où est-ce que la température est toujours clémente, mettons. Je veux pas embarquer dans le terrain glissant, m'a dit. Mais c'est ça. Toujours est-il que j'aime beaucoup mon pays. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? C'est des projets.
La santé, c'est sûr, j'en parlais tout à l'heure. La santé peut avoir l'énergie de faire des belles rencontres. J'aime beaucoup travailler en groupe. J'aime monter des groupes. J'aime l'aspect de ce métier-là pour toutes sortes de raisons. J'aime donner de la joie aux gens. Quand je monte un show, je pense jamais à moi. Je pense à ceux qui vont s'asseoir dans la salle pour... je me dis tout le temps, est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont... Tu sais, c'est toujours les grandes questions qu'on se pose. C'est ça, que mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, tout le monde, mes amis soient en santé et puis qu'on puisse profiter de la vie pour le temps qu'il nous reste. Mais moi, ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est un beau printemps. Je vous souhaite... il faut avoir cet espoir-là. Il faut que ça soit positif. Il faut comprendre qu'à travers tout ça, maintenant, ça va se démêler. On va secouer le chien, les puces vont tomber, puis après ça, on va pouvoir continuer. Mais il faut rester positif dans tout ce qu'on doit vivre dans les prochains mois. René Simard, merci encore beaucoup. On peut te voir au théâtre. Il y a les billets qui sont disponibles pour la pièce Dîner de con. Oui, toujours. Avec Laurent Paquin, Normand d'Amour. C'est formidable. Merci encore. Et nous, on se retrouve demain 10h la semaine prochaine.